Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous connaissez notre avis sur les PC gamers vendus sur Temu, c'est de la merde. Et pourtant, chaque semaine, on continue de recevoir des liens avec des PC gamers vraiment pas chers, parfois les plus vendus et surtout extrêmement bien notés, comme le PC qu'on a commandé aujourd'hui qui a 4,7 étoiles pour 81 avis. C'est le PC gamer le plus vendu sur Temu, bien noté, donc logiquement, c'est un bon PC. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, on ne retrouvait des PC gamers que sur Temu aux États-Unis ou alors en Chine, mais maintenant, on les retrouve même en France. Et cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Merci à eux. Merci à eux. Vous le savez, un VPN, ça permet de naviguer sur Internet En toute sécurité. afin de masquer votre IP et surtout d'accéder à du contenu qui n'est pas accessible dans votre pays. Ça vous permet d'accéder à du contenu exclusif sur plus de 35 plateformes qui normalement ne sont pas disponibles en France, comme par exemple du contenu sur Netflix ou Disney+. Par exemple, ce que beaucoup de gamers font, et on l'avait déjà fait aussi, c'est d'utiliser des VPN pour se localiser dans d'autres pays et donc jouer sur des serveurs avec des adversaires un petit peu plus simples. Ça se faisait beaucoup sur Call of Duty par exemple, avec des pays d'Amérique du Sud et ça marchait très bien. Ça masque votre IP Ça chiffre vos données et c'est impossible de se faire traquer en ligne. Vous pouvez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur jusqu'à 7 appareils en cumulé, donc vos téléphones, vos appareils mobiles, votre PC portable ou votre télé connectée. Ou votre console. Pourquoi pas. Pour vous connecter, rien de plus simple, vous lancez l'application, vous sélectionnez le pays du serveur dans lequel vous voulez vous connecter, et c'est bon, vous êtes connecté. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'il y a une offre de moins 83% de réduction avec 4 mois offerts, soit seulement 2,03 centimes d'euros par mois pour l'abonnement, ce qui fait pas grand chose en sachant qu'il y a un satisfait ou remboursé de 45 jours. Et si vous voulez en profiter, le lien est dans la description. Vu le temps qu'on passe sur Temu, autant sortir couvert. En tout cas, merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo. Et c'est pas pour rien que c'est le PC gamer le plus vendu de Temu. Il a l'air vraiment intéressant, mais comme d'habitude, vous le savez, on va déballer, tester le PC et surtout voir si on est sur une réelle pépite ou une énorme daube. Déjà, ce PC gamer coûte moins cher qu'une PS5 Pro. Je pense qu'on est sur un rapport qualité-prix extrêmement intéressant. Déjà que le PC coûte pas cher, on reçoit un clavier. Est-ce que c'est un bon clavier ou est-ce que c'est un clavier HP à 2 €? Moment. Bon, ça a l'air pas mal, hein. Pas trop mal, hein. Bon, c'est clairement un clavier pas cher chinois qui a été juste rebrandé, mais ça fait toujours plaisir. Au moins, il a l'air d'avoir du RGB et tout. Ça peut dépanner. Après, on peut voir que c'est un clavier à membrane et pas mécanique, donc c'est vraiment le moins cher des claviers. Oui, c'est ça. Mais bon, vu que le PC est pas cher, peut-être que le clavier va avec. C'est toujours mieux qu'Alienware. Des petits manuels d'utilisation. Tiens, Mathis, ça te ferait un peu de lecture? Merci. Ah, il faut les lire. Ah, bon, je m'en bats les couilles. On a un petit tapis de souris qui traîne. Alors Allez. ça, de nouveau, c'est assez exceptionnel. Voilà, on est sur la même gamme, hein, à mon avis. Hop. Le tapis de souris, alors le petit tapis de souris, si vous avez une petite sensi, à tout moment vous débordez. Voilà, c'est vraiment... Il donne 2 clés USB, une pour le Wi-Fi et une pour le Bluetooth. Ah ouais? 2 séparés. Je croyais que c'est le clavier qui était sans fil, mais non, c'est cool, hein. Ouais. Et le tapis de souris, t'en penses quoi? Il est tout petit. Alors là, on a la souris. Ah bah Comme voilà. ça, on a le set complet. Mais franchement, vu le prix du PC, avoir tous les périphes en plus, C'est vrai que je m'y attendais c'est pas mal. Parce qu'en vrai, c'est pas des périphes HP non plus, quoi. Il y a un peu de RGB. Oh. Bon, ça n'a pas volé très très haut niveau capteur, etc. Les patins sont vraiment pas très gros. À mon avis, la glisse va pas être excellente. Mais bon, c'est toujours donné avec. Et au moins, c'est un minimum gamer. Ça passe. Le câble d'alimentation, c'est toujours mieux. Attends, c'est un câble d'alimentation européen? Pas du tout. Voici le PC gamer le plus vendu de Temu. Alors, vous en doutez bien, le plus vendu de Temu ne coûte pas plus de 1500 €. On est vraiment sur un tout petit prix, c'est tout à fait abordable. Et on le voit d'ailleurs, qu'on n'est pas sur une grosse configuration. Le boîtier, c'est vraiment un boîtier entrée de gamme. C'est presque un boîtier de bureautique non gamer, même si je vois déjà des ventilateurs à l'avant qui, à mon avis, sont RGB. C'est pour ça qu'ils le vendent comme un PC gamer. Mais on va voir ce qu'on a comme configuration à l'intérieur et si ça tient la route ou pas pour faire du gaming justement. On a une petite vis sur charnière juste ici. Et c'est du verre, hein. La petite poignée, elle est magique. La petite poignée, elle est magique. Ah oui, non, ok, il y a oui. un autre scotch. Ok. Et à l'intérieur, Regarde-moi ça. Ça se retire. Et à l'intérieur, on a de la mousse expansée comme on met chez Flop dans tous les PC gamers. C'est très pratique pour éviter la casse durant le transport et également pour faire des renvois par exemple de SAV ou alors si jamais vous rebougez votre PC, ça garde la forme, il y a juste à le remettre. Donc gardez-le bien. C'est vraiment un PC gamer pas cher, quoi. On est sur une config à l'ancienne, mais ça veut rien dire parce que si le PC coûte 100 € et qu'on peut faire tourner Valorant à plus de 300 FPS, moi je suis content. Voilà, ça reste intéressant. Faut pas oublier que ce qui définit un bon produit, c'est les performances et le prix qui est très important. Donc finalement, si on arrive à faire tourner plein de jeux, ça peut être cool. Alors déjà pour le prix, ça me rassure, on a quand même une carte graphique parce qu'on a énormément de PC gamer sans carte graphique, uniquement avec la partie graphique intégrée du processeur. Est-ce qu'on peut vraiment appeler un PC gamer un PC qui n'a pas de carte graphique? Vous avez 2 heures. Dans les commentaires. Et par la même occasion, abonnez-vous. Et vous pouvez aussi suivre notre nouvelle chaîne Mémoire Vive où on a lancé un podcast avec Aurélien Sama. On parle d'hardware 2 fois par mois. Et vous pouvez aussi acheter des PC flop. Voilà, tous les liens sont en description. Si on met de côté la carte graphique, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il n'y a aucune marque. Il y a quasiment aucun composant de J'avoue. marque, que ce soit la carte mère, le ventirad, les barrettes de RAM, la carte graphique, ou alors le boîtier et l'alimentation qui sont floqués au nom de la marque STG Obron. C'est la marque qui est vendue sur Temu aux États-Unis. À part ça, on ne voit aucune marque. C'est du no-name, quoi. C'est que du no-name. Il n'y a pas de Gigabyte, il n'y a pas d'Asus, il n'y a pas d'MSI, c'est du no-name de chez no-name. C'est pas un point positif parce que des grandes marques comme MSI et tout ont de l'expérience.
Alors que là, on sait pas trop à qui on a affaire. Je te jure, j'ai jamais vu ça. Même les barrettes de RAM, il y a vraiment aucune marque. Après, si on voit le bon côté des choses, on a une barrette de RAM noire et pas une barrette de RAM verte. Alors en soi, ça change rien. C'est qu'une couleur, on est bien d'accord. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir un dissipateur sur de la RAM, c'est pas extrêmement grave. Quoique sur la DDR5, ça chauffe quand même de plus en plus. Mais là, t'inquiète pas, on n'est pas sur la DDR5. On est sur une barrette de RAM en DDR3. Arrête, non. Je te jure, ah non, c'est pas possible, Mathis. Pas de la DDR3. Je te jure que ça c'est pas de la DDR3. DDR3 à 1600 MHz. J'ai réalisé que la DDR5 était sortie en 2020, la DDR4 encore avant, et la DDR3, là, j'ai même pas la date, je pense qu'on était pas nés. La DDR5 est sortie en 2020? Oui. Ça, je te crois pas. C'était déjà il y a 5 ans. En tout cas, on est sur une barrette de 8, plus une barrette de 8, ce qui nous fait 16 Go. Ça, c'est pas mal. Pour du gaming, 16 Go de RAM, c'est ce qu'il faut. En réalité, le plus grave, c'est pas tellement que ce soit de la DDR3, ça peut encore marcher, mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir un processeur très vieux, et ça, malheureusement, en 2025, les performances en jeu, ça va être compliqué. Alors le ventirad, de nouveau, on n'a aucune marque, c'est du no-name et surtout c'est un top flow, donc on n'est pas sur un ventirad qui va extrêmement bien refroidir le processeur. Quoique, si c'est un petit processeur qui chauffe pas trop et qui n'a pas une enveloppe thermique énorme, ça fera l'affaire. Mais au moins, c'est pas celui d'origine. Pour la carte mère, il n'y a aucune marque, j'ai regardé un peu partout, par contre on a quand même des indices. Déjà, au niveau du processeur, on voit qu'on est sur un LGA 1150 au niveau du socket. Ça date. Hein. Au niveau de la carte graphique, il n'y a pas marqué quel modèle c'est, on ira le découvrir ensemble lorsqu'on l'allumera. Et est-ce qu'on irait pas voir à l'arrière un petit peu ce qui nous est réservé? T'es prêt? Oh, ça va, le key management n'est pas dégueu. On voit le chemin de câble ici à gauche, le petit boîtier de contrôle pour le RGB, etc. Et surtout, l'alimentation. Et il y a un petit SSD 2.5. Ah non, me dis pas que c'est de nouveau un no-name. C'est un no-name. Et le SSD, c'est un SSD SATA de 512 Go. Il n'y a aucune marque de nouveau, c'est du gros no-name. Ah là, c'est no-name de chez no-name. Ils ont même pas essayé. Mais tu sais ce qui est embêtant avec ça, c'est que tu peux pas du coup avoir un point de comparaison, tu peux pas aller sur le site et vérifier les débits. En fait, t'as aucun point de comparaison du coup. Oui, bah, c'est pas très grave, on va le tester, on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur, s'il est rapide ou pas. À mon avis, ce sera un SATA standard, mais on ira quand même vérifier. Et pour l'alimentation, on la voit juste là. Elle est ici. C'est donc une alimentation de la marque STG Aubron, la SKPS 500, qui est pas vraiment une alimentation de 500 watts. C'est souvent le cas sur les alimentations bas de gamme. Pour vérifier ça, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la puissance du rail 12 volts. C'est la puissance réelle qui va être délivrée par tous les câbles 12 volts de votre alimentation. Et on peut voir ici qu'on est sur 450 watts. Et alors, comment est-ce qu'ils arrivent à 500 watts? En fait, le petit plot twist, c'est qu'ils additionnent les watts pour arriver à 500. Alors qu'en réalité, si on utilisait le même calcul que les grandes marques, ce serait bien une alimentation de 450 watts et pas 1 watt de plus. C'est pas très grave. Mais bon, faut le savoir. C'est du mensonge. Par rapport au boîtier à l'airflow, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'on a les ventilateurs sur la face avant qui sont montés à l'envers. On va avoir une extraction par l'avant, ce qui se fait pas habituellement. Surtout qu'on n'a pas de ventilateur à l'arrière ni sur le dessus. Mais en soi, c'est pas non plus dérangeant, ça va fonctionner. Mais c'est pas le plus optimal. Avant qu'on aille découvrir le processeur, la carte graphique et surtout les performances de ce PC gamer le plus vendu de Temu, je propose qu'on l'allume pour voir déjà s'il fonctionne. Ah! Est-ce bien branché, Mathis? On a un petit problème, on a pété le multiprise. Je pense qu'on a eu en vidéo. On a pété le multiprise. Après, les plombs ont pas sauté. Alors, je vous explique, il y a une petite alerte ici qui nous dit qu'il faut mettre le PC en 110 volts. Sauf qu'on l'a commandé aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est 110 volts. Sauf que chez nous, c'est du 220 volts. Donc en fait, on a un petit switch ici sur la ligne qui permet de changer entre 110 et 220. On va bien laisser en 220 volts et on va surtout racheter un multiprise. Sur la petite étiquette, ils disent bien de le mettre en 110 volts et ils disent que si on le change, ça peut causer un feu. Non. Ça peut brûler. C'est marqué là. Ah. Goodbye ma multiprise. Ton dernier clic m'a trahi. En plein tournage sous les spots. T'as grillé, t'as fait un choc. J'irai chez Aldi te remplacer. Mais jamais je pourrais oublier ton dernier souffle électrique. Ton sacrifice héroïque. Ouais, on va voir, on va le mettre à la prise directement, mural. On va voir si ça fonctionne. J'espère qu'on n'a pas pété le PC pour le coup, ce serait vraiment dommage. C'est parti. Ah. Il n'y a plus qu'à aller faire les tests, découvrir maintenant qu'est-ce qu'on a comme carte graphique et comme processeur. On y va, c'est parti. Avec un airflow aussi original, il fallait quand même qu'on vérifie les températures, même si c'est des composants relativement entrée de gamme et qui chauffent pas beaucoup. En tout cas, la carte graphique, elle chauffe relativement peu. Au niveau des températures de la carte graphique, quand on lance un OCCT, donc qu'elle est à 100%, déjà un truc qui est bizarre, c'est qu'elle monte maximum à 22 watts. Elle reste bloquée à 22 watts. On a lancé plusieurs tests et impossible de la faire monter au-dessus, alors que normalement une RX 550 peut monter jusqu'à environ 50 watts. Donc là, c'est un peu bizarre. En tout cas, quand elle est à 100% à 22 watts, eh bien, elle a une température de 65 degrés. C'est une température qui est quand même un petit peu élevée. Alors certes, on n'a qu'un seul ventilateur sur la carte graphique, on peut pas faire de miracle, mais si les ventilateurs à l'avant du boîtier avaient été dans l'autre sens, au moins il aurait pu être un peu plus aidé et les températures auraient été un peu plus basses. Après 66 degrés en OCCT, ça bridera pas les performances, donc c'est pas très grave non plus. Par contre, le processeur, j'ai l'impression qu'il est un peu bridé parce qu'il est monté jusqu'à 84 watts de consommation, mais il y a des moments où les fréquences baissent un petit peu et il consomme moins parce qu'en moyenne, il est quand même à 85 degrés et ça par contre, c'est beaucoup. Donc en gros, l'idée de pas mettre de ventilo à l'arrière et de retourner ceux à l'avant, c'est pas une très bonne idée. Déjà, le PC gamer Temu fonctionne, on a Windows 10. On va commencer
commencer petit à petit sur CS2 qui est un jeu compétitif en ultra low en 1080p. On est à 103 FPS de moyenne avec un 1% low à 65 FPS. Donc oui, le PC gamer fait tourner CS2. On n'avait pas de gros lag ou quoi que ce soit. Ça tournait même plutôt bien. Bon, par contre, on connaissait toujours pas le combo CPU-GPU et sur 3D Mark, on a un score de 1224. On voit que notre processeur, c'est un i5 4590. C'est un processeur qui est sorti il y a super longtemps. Sur AliExpress, le i5 coûte 24 €. Et je peux vous dire, il y en a des tonnes et des tonnes sur AliExpress. En sachant qu'il est sorti en 2011, ça veut dire que le processeur a 14 ans. Ah oui, ça date. Et pour ce qui est de la carte graphique, on est sur une Radeon RX 550, qui est une carte qui est sortie aussi il y a très longtemps, mais qui a quand même 4 Go de VRAM. Alors c'est pas énorme, mais ça fera tourner quand même quelques jeux. Et là sur AliExpress, la carte coûte 31 €. Donc là, le combo processeur carte graphique, on est à 50-60 €. Maintenant sur League of Legends, alors c'est un jeu, si là votre PC gamer ne fait pas tourner League of Legends, j'aurais dire même votre téléphone pourrait faire tourner League of Legends. Mais bon, on voulait quand même tester en 1080p en ultra low, on était autour des 100-140 FPS. Alors là, on regarde, on est à voilà, 117-120 FPS. C'était hyper fluide. On n'avait aucun lag, aucun drop d'FPS. Donc là, oui, le PC gamer le plus vendu de Temu fait tourner League of Legends. Et heureusement, parce que s'il ne fait pas tourner, je vois pas ce qu'il ferait tourner de plus. J'ai été médisant. Je crois que j'ai trouvé le seul composant qui marche parfaitement dans ce PC. Eh bien, c'est le SSD SATA. Comme d'habitude, on teste deux choses. On teste le nombre de cycles, le nombre de fois qu'il a été allumé et éteint, et donc l'état général également. Et puis la rapidité. Et des deux côtés, c'est un sans faute. Le SSD n'a que 36 cycles d'allumage. Vu le nombre de fois où on a galéré à l'allumer avec le multiprise, je pense qu'on a participé à en faire déjà une bonne vingtaine et 24 heures d'utilisation. Étant donné qu'on a fait tous les benchmarks dessus, c'est pas étonnant. Et au niveau de la rapidité, eh bien là, il surperforme. On a 558 mégabits par seconde en lecture, ce qui est au-dessus de la moyenne des SSD SATA. En général, c'est 550, parfois un peu moins, 535, voire 500. Donc là, on est vraiment bien. Et en termes d'écriture, là aussi, on est à 517. C'est un sans faute, c'est pas un SSD SATA bridé ni d'occasion. Il est parfaitement neuf et en bon état. Une chose importante à dire aussi, et ça nous était pas arrivé depuis longtemps, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé un PC aussi peu puissant, c'est qu'on n'a pas pu filmer les gameplays directement depuis le PC. En fait, quand on activait OBS par exemple, eh bien les performances étaient quasiment divisées par deux. Aujourd'hui, sur des cartes plus récentes avec les encodeurs, etc., ça consomme quasiment plus rien. Mais là, sur ce PC là, c'était infâme. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un Camlink dans le PC de Jarod qui fait les montages, qui est juste ici à droite. Son PC est là, on a mis un Camlink et on a dû mettre un câble HDMI jusque dans le PC de bench. Ça nous était plus arrivé depuis des années, donc ça mérite que je le relève. Idem pour les logiciels qui sont censés mesurer le nombre de FPS, comme Capframe ou FrameView qu'on utilise d'habitude. Impossible de les lancer en parallèle, ça buguait, on avait des moins bons scores encore que la réaliser. Mais sur Fortnite par exemple, même en évitant tout ça, eh bien c'est totalement injouable. La moyenne de FPS est relativement correcte, on est entre 60 et 80 FPS, comme vous pouvez le voir sur le gameplay là. Par contre, si vous portez bien attention au compteur de FPS en haut à droite, on passe de 80 ou 150 FPS à 20 FPS d'un coup, et on le voit sur le gameplay, c'est complètement lagué. Dès qu'il y a une animation ou autre, c'est injouable. Et encore, là on est dans une zone où on est tout seul, il y a très peu d'animation, donc je vous dis même pas en fin de game, c'est la mort. Sur Black Myth Wukong, on a tout mis en faible. Jarod dit que personne ne joue à ce jeu, donc dites-nous dans les commentaires si c'est le cas ou si Jarod a tort. Mais en tout cas, c'est pas avec ce PC là qu'on va jouer, parce qu'on a 34 FPS de moyenne, et c'est horrible. Et le dernier jeu de nos tests auquel vous allez pas pouvoir jouer, eh bien, c'est Cyberpunk. J'ai envie de dire jusque là, on s'y attendait. Avec 400 €, même si on se monte un PC soi-même, c'est quasiment impossible de faire tourner Cyberpunk dans des bonnes conditions. Mais là, c'est particulièrement crasseux. On est en 1080p avec tous les pré-réglages en bas. On a tout mis au minimum. Et même comme ça, on dépasse péniblement les 20 FPS. Vu qu'on est à 20,93 FPS, il faudrait jouer en 720p pour que ce soit plus ou moins jouable. Mais avec des réglages comme ça, le jeu est vraiment dégueulasse. 414 $, c'est le prix qu'on a payé ce PC sur Temu. Clairement, c'est honteux. C'est honteux. Quand on voit sur AliExpress, on est à 250 €. On a mis les mêmes composants. La RX 550, le processeur avec la carte mère et la RAM coûte seulement 76 €. Donc on voit que c'est clairement des composants qui datent d'il y a trop longtemps. Et aujourd'hui sur AliExpress, eh ben ça coûte que 250 €. Et même en les ayant assemblés comme ça, il y a une différence de prix qui est juste énorme. C'est quasiment 2 fois plus cher que si on décidait de le commander nous-mêmes sur AliExpress. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Comment est-ce que ça peut être le PC gamer le plus vendu sur Temu? Et surtout, comment est-ce qu'il peut avoir 4,7 étoiles avec 80 avis? Il y a que deux solutions qui sont possibles. Soit les personnes qui commandent ces PC n'y connaissent absolument rien et quand ils le reçoivent, le simple fait qu'il s'allume, et encore, vous avez vu qu'avec nous, il s'est pas allumé du premier coup, mais simplement parce qu'il s'allume et qu'il fonctionne, ils décident de laisser un bon avis sur Temu aux US, ou alors c'est des faux avis. Et c'est pas improbable que ce soit le cas sur plein d'autres produits sur Temu. De toute façon, vous connaissez déjà notre avis sur Temu. Et là, avec un PC soi-disant le plus vendu et le mieux noté, ça ne fait que le confirmer. C'est sûr que pour le même prix, en neuf, c'est compliqué, même si on a trouvé un PC qu'on vous montrera après. Plutôt que de dépenser 400 € dans un PC tout pourri comme celui-ci, vous pourriez partir sur des PC d'occasion, comme sur Le Bon Coin par exemple, où on a trouvé un PC à 400 € qui est largement mieux que ce qui nous est proposé là. Avec une 3060, qui est une carte qui n'a rien à voir. On a plus de performance, de la DDR4, 32
32 Go de RAM et un Ryzen 5 5600. Voilà, ça c'est un PC. Et si vous voulez vraiment du neuf, on a retrouvé un PC qu'on avait déjà testé sur la chaîne, qui est un PC Ace Magic, un mini PC. Et là par exemple, on n'a pas de carte graphique dédiée. Par contre, on a un APU, donc un processeur avec une partie graphique intégrée. C'est le Ryzen 9 6900 HX. Et on a été voir sur 3D Mark, il a un meilleur score graphique que la carte graphique qu'on a ici, la RX 550. C'est vraiment la honte. Après, si vous vous attendiez à acheter un bon PC pour 400 € en neuf, malheureusement, c'est pas possible aujourd'hui. Nous, par exemple, chez Fleup, on ne propose pas de PC en neuf en dessous de 900 € parce que c'est trop compliqué, il y a trop de contraintes, c'est impossible d'apporter un bon service et un bon produit à ce prix-là. Donc clairement, redirigez-vous plutôt vers de l'occasion et n'achetez un PC neuf que si vous pouvez mettre un peu plus de budget. Pas de surprise avec ces PC Temu qu'on a déjà testé à de nombreuses reprises. Et en plus, cette fois-ci, il nous a cassé notre multiprise. Pourquoi il s'énerve? Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo et je vous rappelle l'offre avec le lien dans la description. Vous avez 83% d'offert sur votre abonnement, 4 mois gratuits et ça vous revient donc à 2,03 € par mois. Franchement, c'est pas cher.